Désormais, en Côte d'Ivoire, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans l'abonnement aux cartes SIM de la téléphonie mobile. Le gouvernement a également adopté un décret portant identification des abonnés. Plus d'informations sur ce Conseil des ministres dans quelques instants. La communauté internationale célèbre ce mercredi 22 mars la journée mondiale de l'eau. Cette édition 2017 a pour thème eau usée. Plus de 80% des eaux usées humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution. Nous en parlerons également dans ce journal. Et bien dans ce 20h, nous irons en Allemagne où la première dame de Côte d'Ivoire a accordé une série d'audiences au forum sur le cacao. Dominique Ouattara a également parlé avec une délégation de la Fédération des industriels allemands. Compte rendu dans quelques instants. Et puis, attaque terroriste au Royaume-Uni, bilan provisoire, 3 morts et plusieurs blessés grièvement touchés. Attaque survenue au Parlement britannique ce mercredi après-midi dans le centre de Londres. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Un invité dans ce 20h, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en fin de visite officielle en Côte d'Ivoire, 4 mois avant le début des 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu ici même à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Nous parlerons avec elle du bilan de son séjour en terre ivoirienne. Commençons par le palais présidentiel avec le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, compte-rendu Jérôme Kofi Abolin. Comme toutes les semaines, le Conseil des ministres ce mercredi n'a laissé aucun signe de tergiversation quant aux nombreuses décisions prises sur le quotidien des populations. Loin s'en faut bien le contraire. Et pour parler des différents points retenus au terme du point presse dit par le porte-parole du gouvernement à l'issue de la réunion, on peut retenir dans un premier temps la mesure relative à l'identification des abonnés au service des télécommunications. Ce décret précise les règles d'identification des abonnés des services ouverts au public ainsi que des utilisateurs des cybercafés. Ce décret rappelle notamment qu'il est désormais interdit de commercialiser toute carte SIM et tout dispositif d'accès au réseau non préalablement identifiés. L'opération d'identification ne peut plus être effectuée en dehors des locaux des opérateurs ou des fournisseurs de services de télécommunications TIC et de ceux de leurs prestataires agréés. Ce décret interdit la vente ambulante de cartes SIM, je dis bien de cartes SIM, pas de cartes de recharge, et de tout autre dispositif d'accès au réseau ou services de télécommunications. S'agissant de la couverture maladie universelle, l'essentiel évoqué lors de cette réunion sur la question concerne le barème financier pour l'achat des médicaments et autres services. 30% comme part de l'assuré et 70% au compte de l'assureur, c'est-à-dire la CMU. Ce décret établit en application avec la loi instituant la couverture maladie universelle le barème des tarifs des actes de santé et des prix des médicaments pris en charge par la CMU. Ce décret fixe notamment à 70% pour la Caisse nationale d'assurance maladie et à 30% pour l'assuré les proportions dans lesquelles seront effectuées la prise en charge des actes de santé et du coût des médicaments. Ce décret précise que ce taux peut être modulé pour les personnes jugées indigentes ou dans certains cas spécifiques en lien avec des objectifs de santé publique, par exemple quand il y a une épidémie. À noter aussi ce sujet très important, soumis à nouveau à la sagacité du Conseil, celui sur les négociations avec les formations syndicales pour une trêve sociale qui, pour le gouvernement, est d'une nécessité absolue. Dans le cadre du dialogue social engagé entre le gouvernement et la plateforme des organisations syndicales, les partis ont convenu de la mise en place d'un comité de négociation d'une trêve sociale. À cet effet, un projet d'arrêté a été signé par le Premier ministre et transmis aux organisations syndicales ainsi qu'au Conseil national du dialogue social pour observation. Les organisations syndicales ont désigné leurs représentants au sein du comité, donc en charge de négocier cette trêve, et nous pouvons indiquer que les négociations relatives à cette trêve sociale démarreront ce jour, mercredi 22 mars 2017. Et le dossier agro-business qui fait toujours parler de lui. Le Conseil, en l'abordant, revient sur le processus de remboursement des souscripteurs qui, selon le porte-parole du gouvernement, tient à 4 phases.
il a été enregistré en tout 21 sociétés. Il a été enregistré 53 593 souscripteurs pour 79 553 contrats. Ces souscripteurs ont investi un total de 101,600 milliards de francs CFA. Et les ressources retrouvées à ce jour sur les comptes des entreprises d'agrobusiness s'élèvent à 24,5 milliards de francs CFA, ressources qui, comme vous le savez, font l'objet de répartition entre les souscripteurs. Il a été décidé de faire ce remboursement en 4 phases. La première phase concerne 7 sociétés pour lesquelles les niveaux de ressources disponibles sont satisfaisants parce qu'ils permettent aux souscripteurs de recouvrer entre 50 et 100% de leur investissement. Cette première phase a effectivement démarré le 15 mars 2017. La phase 2, qui concerne les entreprises dont les soldes bancaires disponibles représentent entre 20 et 50% du montant des souscriptions, démarrera le 23 mars 2017. Quant aux phases 3 et 4, qui concernent les sociétés dont les soldes sont compris entre 0 et 18,34%, les nombreuses réclamations portant sur les listes des souscripteurs concernés exigent un approfondissement des vérifications. De même, il est important que les travaux en cours de recherche ou de ressources cachées ou d'actifs aliénables, que ces recherches-là se poursuivent. L'objectif étant de rembourser le plus possible aux souscripteurs. C'est pour cela qu'il a été décidé de mettre les entreprises qui sont dans cette situation à la fin du processus. Par ailleurs, le Conseil s'est fait une idée de la première édition de l'opération Grand Ménage lancée récemment. Une idée pour parler surtout bilan et selon lequel environ 70% des communes à Abidjan comme à l'intérieur du pays ont pris part à l'opération. Quant à la deuxième édition de cette opération Grand Ménage, elle sera lancée le samedi 1er avril 2017. Restons au palais présidentiel où Alassane Ouattara a eu des échanges avec le directeur Afrique du groupe Total et un entretien avec l'émissaire du président nigérien. L'envoyé de Mahamadou Issoufou était porteur d'un message, nous dit notre reporter Viviane Anima. Avec un chiffre d'affaires de plus de 74 871 milliards de francs réalisé en 2016, le groupe Total, entreprise pétrolière et gazière française au capital privé, fait partie des 6 plus grosses entreprises du secteur pétrolier dans le monde. Le groupe Total est présent dans plus de 130 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire, où il a entrepris d'élargir son champ d'activité, passant désormais de l'exploitation commerciale par la création des stations d'essence à l'extraction du pétrole brut et du gaz naturel. Total va entreprendre cette année le forage du puits CI-100, a annoncé le directeur Afrique de Total, Guy Maurice, qui a été reçu par le président de la République au palais présidentiel. Je venais rendre compte du développement de nos activités, puisque nous avons débuté un forage d'exploration dès le mois de juillet-août. Et par ailleurs, on commence une campagne sismique dès le mois d'avril. Donc ça montre toute la confiance qu'on a dans l'économie ivoirienne, dans sa solidité et dans les perspectives d'avenir. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'était celui de faire le point sur notre projet de regasification, donc terminal GNL à Abidjan, et faire l'état du progrès. On est très avancé avec l'ensemble de nos partenaires internationaux et ivoiriens. Et je pense qu'il a pu mesurer les progrès qui ont été faits sur l'année écoulée. Ce sont plusieurs millions de dollars qui seront investis par Total en Côte d'Ivoire pour la réalisation de ces projets, a souligné le directeur Afrique du groupe. Le ministre nigérien de l'Environnement et du Développement durable, Al-Mustafa Garba, était porteur d'un message du chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou au chef de l'État ivoirien, se rapportant au plan d'action décidé par les chefs d'État africains lors de la COP22 à Marrakech. Ce message a trait au suivi des décisions des chefs d'État
prise lors de la conférence des parties au changement climatique, à la convention sur les changements climatiques tenue à Marrakech, la conférence communément appelée COP22. Les chefs d'État africains ont tenu un sommet autour de Sa Majesté le roi du Maroc sur la coémergence africaine. Ce sommet avait été dénommé Sommet africain de l'action et traduisait la volonté des chefs d'État africains à coordonner leurs efforts en vue d'adresser de façon solidaire les problèmes liés au phénomène des changements climatiques. À cette occasion-là, les chefs d'État avaient mis en place 3 commissions pour le suivi, dont celle de la région du Sahel et confiée à la République du Niger à travers le président Issoufou Mahamadou. Donc ma mission a trait au suivi de cette décision et j'ai tenu, comme l'a demandé M. le Président de la République du Niger, à faire le point à son Excellence le Président Ouattara de l'état d'avancement de l'opérationnalisation de cette commission et dont la finalité est de mettre en place sur une base participative, inclusive et consensuelle un plan d'investissement climatique pour nos États en vue de rendre nos populations résilientes face aux effets des changements climatiques et d'en tirer le plus grand bénéfice parce que vous savez, nos États sont les plus vulnérables. Un plan d'action qui démontre la volonté des chefs d'État africains de porter unis la voix de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique. Après cette audience, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est donc sur place en direct sur notre plateau. Voilà, la secrétaire que vous apercevez sur votre écran. Eh bien, c'est la première fois que vous rencontrez le chef d'État ivoirien dans le cadre de votre fonction ? Non, au fait, parce que nous avons eu depuis mon élection en 2014 plusieurs fois l'occasion de nous voir, de nous parler. Ce lien est très important. Nous étions ensemble récemment à Bamako à la conférence Afrique-France. Et avec le président Ouattara, comme avec les autres chefs d'État et de gouvernement de l'espace francophone, ces contacts fréquents, ces échanges sont essentiels, mais effectuer une visite, comme je suis en train de le faire, là, une visite officielle pour pouvoir mesurer aussi l'impact de la coopération et peut-être aussi renforcer cette coopération. Et ça a été le cas ici même en Côte d'Ivoire. Et au cours de cette audience, certainement, vous avez fait le point de l'avancement des travaux. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des raisons d'être satisfaite? Oui, je pense que si l'on pouvait à un moment avoir certaines inquiétudes sur le cahier des charges, l'échéancier et des travaux terminés et livrés à temps, on n'en a plus maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est une accélération vraiment dans la construction des infrastructures. Ce sont des infrastructures de qualité et je suis venue les voir, mais aussi accompagnée de 55 chefs de mission de ces pays qui vont envoyer ici des jeunes sportifs, donc des athlètes, mais aussi des artistes, parce que les Jeux de la francophonie comportent à la fois des joutes sportives, mais aussi des joutes artistiques. Et nous repartons tous très satisfaits. Oui. Et quand je regarde ces infrastructures, vous savez, je vais au-delà de ce qu'il faudra et de ce que nous voulons pour des Jeux de la francophonie de qualité. Je vois aussi ce que ces infrastructures vont pouvoir abriter. Et c'était ça aussi beaucoup de l'ordre de la discussion qu'on a eue avec les autorités. Oui, mais l'inquiétude, je crois que selon le cahier de charge, le pays organisateur doit être prêt 6 mois avant le début des Jeux. Or, il se trouve que nous sommes à 4 mois et la Côte d'Ivoire est en chantier. Oui, alors, mais moi, j'ai pas d'inquiétude parce que vous savez, même pour des Jeux olympiques,
dans bien des cas, on arrive tout près de l'échéance, même des pays très pourvus. Donc les Ivoiriennes et les Ivoiriens n'ont pas à s'inquiéter. Je pense que ces Jeux seront un succès. Ils feront l'histoire des Jeux de la francophonie. Et en même temps, le legs sera important parce que tous ces bâtiments que vous voyez là, après les Jeux, abriteront aussi des pôles d'innovation, abriteront des incubateurs, des accélérateurs pour des entreprises portées par des jeunes, par des femmes. Vous savez, ça pourrait même donner quelque chose qui serait très semblable à un Silicon Valley. Et donc, ça donnera, je pense, à la Côte d'Ivoire une plateforme très intéressante pour continuer ce travail très important de création d'emplois, de soutien à l'entrepreneuriat, de soutien à l'innovation et aux nouvelles économies. Oui. Donc vous n'êtes pas du tout inquiète par rapport au délai. Pas du tout. Et il faut dire que ces Jeux vont rassembler 4000 artistes et sportifs ici en Côte d'Ivoire. Et vous savez que ce pays a été victime d'attentats terroristes l'année dernière. Donc la question de savoir, est-ce que votre organisation entend prendre des dispositions particulières, aider la Côte d'Ivoire à assurer la sécurité de toutes ces nationalités qui vont se côtoyer à l'eau. Je pense qu'on n'a pas envie d'exposer des jeunes au pire. Donc on prend vraiment tous les moyens nécessaires. On rassemble aussi des dispositifs qui sont fiables au niveau de la sécurité. On sait que les sites seront sécurisés. Et je dois dire aussi que la Côte d'Ivoire elle-même dispose d'effectifs qui sont à ce titre bien entraînés. On a vu comment, après l'attentat à Grand Bassam, on a su aussi très vite interpeller des responsables présumés. Et faire le... Vous voyez, si vous suivez de près, par exemple, les discussions au G5 Sahel, les pays ne sont plus seuls. Nous avons, par exemple, tenu récemment, l'OIF a organisé une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation violente. Et ce qui était au cœur des discussions et qui est devenu aujourd'hui réalité, c'était la nécessité de mutualiser davantage nos expériences, nos ressources, nos savoir-faire et nos renseignements dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est maintenant une réalité. Et ça nous permet d'anticiper mieux et d'agir mieux face à ces menaces asymétriques, donc ces actes de terrorisme. Parfois, comme c'est arrivé à Grand Bassam et comme c'est arrivé ailleurs dans l'espace francophone, l'incident se produit et malheureusement, on voit avec leur mode opératoire combien ils arrivent quand même parfois à traverser le mur de protection qu'on essaie de se donner. Mais cela dit, pour les Jeux, pour répondre précisément à votre question, toutes les dispositions sont prises et l'idée c'est que ces Jeux soient sécuritaires, soient réussis, soient inclusifs. On veut vraiment que les Ivoiriennes et les Ivoiriens fassent de ces Jeux les leurs, parce que c'est le monde qui va venir à votre rencontre. Ça va être un coup de projecteur extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Vous aurez 500 millions de téléspectateurs à travers le monde au rendez-vous pour assister et partager l'expérience de ces Jeux. Et vous avez pris fonction à la tête de cette organisation il y a un peu plus de 3 ans. La réalité... 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Donc la réalité de l'institution... Je suis entrée en fonction le 5 janvier. Est-ce que la réalité de cette institution est-elle conforme à la vision que vous aviez au moment où vous portez... Moi, je me réjouis du fait que j'arrive à la tête de cette organisation à un moment où l'organisation a apporté une stratégie économique pour la francophonie. Vous savez, parler d'économie, c'est parler de croissance, c'est parler de synergie nouvelle à impulser dans cette organisation, sur cet espace, sur les 5 continents qui rassemblent 84 États et gouvernements, et où tous ces pays sont remotivés et se réengagent avec beaucoup de force et de volonté dans l'espace francophone, parce qu'il y a cette stratégie économique, parce que le dynamisme économique existait déjà dans l'espace francophone, mais là, il y a une vraie volonté de coopération renforcée, de partenariat, de maillage, et tout ce travail que nous faisons pour la création d'emplois, notamment dans 12 pays africains, en soutenant l'entrepreneuriat porté par les jeunes, par les femmes, en soutenant l'innovation, les nouvelles entreprises, c'est extrêmement encourageant, c'est vivifiant.
Et je commence dès cette année à en mesurer déjà les impacts et les résultats. D'accord. Alors donc entamé depuis le dimanche dernier, votre mission en Côte d'Ivoire prend fin ce soir. Alors quel bilan global pouvez-vous faire avant de vous laisser partir? C'est un pays de génie. Oui. Il y a du génie en Côte d'Ivoire. Ils viennent du flatter, terrain. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Je vous le dis parce que je le vois, ouais. parce que je vais au plus près de ces jeunes, par exemple, qui travaillent avec les nouvelles technologies. Je vois ce qu'ils produisent aussi, et c'est toujours d'utilité publique. Ça, c'est très encourageant. C'est toujours aussi pour soutenir l'intérêt général, le bien commun, et soutenir, je pense, l'émancipation et la croissance de ce pays. Il y a vraiment une qualité extraordinaire. J'étais cet après-midi avec quantité de femmes entrepreneurs qui sont dans différentes filières, dans différents domaines, secteurs. Le dynamisme est extraordinaire. Il y a une vraie organisation. Il y a une population volontaire. Je sais que vous êtes encore sous le coup de cette crise tragique que vous avez vécue, mais il y a dans ce pays une volonté de se relever, d'en sortir, et il faut être là pour soutenir les velléités de la Côte d'Ivoire, par exemple de passer à la transformation plutôt que d'être uniquement dans l'exportation de ces matières premières, d'entrer dans un entrepreneuriat qui a une plus grande puissance de compétitivité. Vraiment, je repars très encouragée par ce que je vois. Oui. Et avant de partir, vous avez été faite citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan. J'en suis très fière et très honorée. Nous allons inviter l'ensemble de nos téléspectateurs à suivre les temps forts de cette cérémonie des décorations. Une tranche qui, selon, constitue une force. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Michaël Jean, citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan. Une distinction qui marque la célébration de la journée internationale de la francophonie. La clé de la ville lui a été remise par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Dans la pure tradition hébrienne, elle porte désormais le nom de Koutoua Mié lorsqu'elle est en terre ivoirienne, après avoir intégré la génération Douba Assoukou. Nous sommes heureux d'être avec vous. C'est pourquoi, Madame la secrétaire générale, le bureau du conseil de district, avec les 10 gouverneurs et avec les conseils des maires et les conseillers du district, m'ont chargé d'une mission, Madame la secrétaire générale, c'est de faire de vous une citoyenne d'honneur de la ville, de la très grande ville d'Abidjan, avec ses près de 5 millions d'habitants. La secrétaire générale est à Abidjan pour s'enquérir sur l'état d'avancement des travaux des 8e Jeux de la francophonie. Pour elle, ces Jeux sont un moment de partage, de fraternité et de convivialité entre les peuples francophones. Voilà, votre dernier mot à l'endroit des Ivoiriens avant de vous laisser partir. C'était formidable d'être accueilli ainsi par les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les jeunes, les femmes, les autorités du pays, d'avoir de vraies séances de travail pour renforcer la coopération, pour être là vraiment aux côtés de la Côte d'Ivoire avec tout ce que nous avons à offrir comme plus-value et sur les aspirations aussi de la Côte d'Ivoire qui sont tout à fait réalisables. Et je veux dire merci. Je veux dire merci aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Je veux dire que je me suis sentie ici comme chez moi. Et c'était vraiment formidable. Et avec cette grande qualité que vous avez de l'accueil, de l'hospitalité, cette volonté qui est la vôtre, par-dessus toutes les épreuves, je sais que la Côte d'Ivoire peut être ce pôle et cette référence à laquelle elle peut pleinement aspirer. Ouais. En tout cas, bon retour sur Paris et on aura du plaisir à vous retrouver en juillet prochain. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et la première dame, Dominique Ouattara, a accordé une série d'audiences au Forum allemand sur le cacao durable. Elle a également parlé avec une délégation de la Fédération des industries allemandes de confiture et de chocolaterie. Le compte-rendu de Habiba Dambélé. La première dame de Côte d'Ivoire a débuté cette série de rencontres avec le Forum allemand du cacao durable, conduit par M. Wacker, directeur de la coopération internationale du ministère fédéral de l'alimentation
et de l'agriculture. Le forum est venu d'abord traduire sa reconnaissance à Mme Dominique Ouattara pour l'honneur qu'elle a fait aux organisateurs en acceptant de présider ce 3e congrès. Ensuite, le forum a présenté son projet Pro-Planteur, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de 20 000 familles. Nous avons été très impressionnés par l'engagement de votre première dame dans votre pays dans ce domaine. Nous sommes convaincus qu'à travers cet engagement, nous pourrions atteindre les objectifs d'amélioration de la cacaoculture, de l'économie cacaoyère et des aspects sociaux dans votre pays. À travers notre rencontre avec la première dame, nous nous sentons aujourd'hui très encouragés pour pouvoir poursuivre notre engagement. Le projet Pro-Planteur est en cours d'exécution dans 3 régions du sud-est de la Côte d'Ivoire, à Bengoro, à Boasso et à Gboville, et mobilise 19 coopératives. Le projet vise en particulier à offrir aux femmes des opportunités d'améliorer leurs revenus et la base alimentaire de leur famille. En outre, le projet contribue à promouvoir une culture du cacao attrayante et lucrative auprès des jeunes producteurs et productrices. Notons que Pro-Planteur est un projet conduit par l'initiative allemande pour le cacao durable, une association qui rassemble l'industrie allemande de la confiserie et du commerce des denrées alimentaires, des organisations de la société civile allemande et le gouvernement fédéral représenté par le ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement. Après cette première rencontre, les échanges se sont poursuivis avec la Fédération des industries allemandes de confiserie et chocolaterie, conduite par son président Stefan Nissner. Et les échanges ont encore une fois porté sur le cacao durable. Nous avons discuté des choses très intéressantes avec la première dame, surtout en ce qui concerne le cacao durable. Elle nous a expliqué tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine, surtout les lois sur l'école obligatoire pour les enfants, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Et tous ces progrès nous intéressent. Une délégation de la Fédération des industries allemandes de confiserie et de chocolaterie est attendue en Côte d'Ivoire dans les mois à venir. Je vous l'annonçais dans les titres, la communauté internationale célèbre ce mercredi 22 mars la journée mondiale de l'eau. Cette édition 2017 a pour thème « Eau usée ». Une journée pour réfléchir sur la consommation en eau potable dans le monde et les efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour améliorer l'approvisionnement en eau, nous dit notre reporter Herman Guivet. De l'eau potable pour les foyers, de l'eau pour l'agriculture, de l'eau pour assurer la vie. L'eau est au commencement et à la croisée de toute vie. Plus de 20 ans après, les différents rapports produits par les Nations Unies sur l'alimentation en eau potable dans les pays du monde présentent un dénominateur commun. L'alimentation en eau potable à travers le monde n'est pas encore assurée partout. De nombreuses zones agricoles souffrent encore d'une alimentation médiocre, source de maladies et nuisible au développement. Difficile donc de penser sécurité alimentaire quand l'eau devient de plus en plus rare. Difficile pour des millions de foyers de subvenir à leurs besoins en eau potable quand aucune goutte d'eau potable ne fuite de leur robinet. Devant une telle réalité, il faut donc envisager de nouvelles perspectives et le recyclage des eaux usées pourrait être une option efficace. Une option qui trouve tout son sens dans le thème retenu cette année pour commémorer la 25e édition de la Journée mondiale de l'eau, les eaux usées. En Côte d'Ivoire, des actions sont engagées par le gouvernement pour améliorer la desserte des foyers en eau potable. L'inauguration de la station de traitement d'eau de Beaunois par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en 2015. D'importants efforts restent encore à fournir afin de permettre aux familles ivoiriennes de disposer à profusion d'eau potable dans leur foyer. Actualité internationale, attaque terroriste au Royaume-Uni, bilan provisoire, 3 morts et plusieurs blessés grièvement touchés. Attaque survenue au Parlement britannique et à ses abords ce mercredi après-midi dans le centre de Londres. Michel Digré. Londres dans le viseur des terroristes ce mercredi après-midi. Aux alentours de 14h40, sur le pont de Westminster, des tirs sont entendus. Puis c'est un véhicule qui roule délibérément sur des passants. Selon les médias, qui citent un médecin londonien, une femme aurait trouvé la mort et plusieurs blessés graves, dont 3 policiers,
sont enregistrés. La seconde attaque a lieu dans le Parlement britannique, où un policier a été poignardé. Plusieurs témoins interrogés par les médias ont vu un homme franchir les grilles d'entrée de l'enceinte en courant et en brandissant un couteau. L'assaillant aurait été atteint par des tirs de la police. Le bilan provisoire de ces attaques fait état d'une vingtaine de blessés. Au moins 4 morts, dont l'officier de police poignardé, sont à déplorer. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.